Un grand merci aux musiciens pour cette performance et ce concert. À Pierre Jodowski, Didier Meux et Vincent David de la compagnie Éole. Donc je suis maintenant avec Lydie, qui est glaciologue, qui va nous parler de son expérience 120 ans après que le film a été tourné, puisque les images datent de 1912. Le film est sorti au cinéma en 1922. Mais ce sont des images qui sont très anciennes. Donc peut-être que pour commencer, tu peux nous dire de quelle façon a évolué ce genre d'exploration. Est-ce qu'il y a des similarités avec la façon dont tu voyages aujourd'hui et dont tu explores les pôles Ouais, pas de problème. Moi, je voulais juste revenir sur un ou deux éléments de contexte pour qu'on mesure un petit peu l'importance en fait de ces images. C'est la 4e expédition britannique en Antarctique. Et la toute première a eu lieu juste après que la première personne ait posé les pieds en Antarctique, qui était un Français qui s'appelle Jules Dumont d'Urville. Donc ça, c'était en 1840. Et juste après lui, il y a Ross qui est arrivé sur la fameuse plateforme de Ross qu'on a vue en fait pendant le film. C'est là où ils ont démarré toute leur expédition. Et donc c'était le premier Britannique à partir là-bas. Puis Scott est parti pour une première expédition. Ensuite, il y a eu Shackleton qui s'est arrêté 180 km avant d'atteindre le pôle Sud. Et enfin, cette expédition-là de Scott, qui était vraiment au moment, en fait, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc Scott, quand il a voulu partir en Antarctique, alors déjà, il n'a pas eu les financements, donc il a dû faire une levée de fonds privé pour pouvoir trouver l'argent pour partir. C'est lui qui a acheté son bateau, c'est lui qui a fait parrainer tous ses chiens de traîneau, ses poneys, etc. par des classes pour faire parler de cette expédition. Donc il y avait vraiment un engagement personnel de sa part pour partir en Antarctique. Mais il a eu quand même la bénédiction de toute façon de l'Empire britannique. Mais à cette époque-là, en fait, aucun homme n'avait atteint ni le pôle Nord ni le pôle Sud. Donc son idée, c'était vraiment de se dire, je donne tout, je prends sur mon argent personnel pour pouvoir partir là-bas et être le premier à atteindre ce pôle. Donc il y a vraiment une grosse motivation de sa part. Et puis on voit aussi que c'est quand même un gentleman anglais. Il a vraiment cette envie de marquer l'histoire, quitte à en mourir. Et puis en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que quand on connaît un petit peu le pôle Nord, aura été atteint pour la première fois en 1926. Donc plus de 10 ans plus tard. Donc voilà, on est vraiment au tout début de cette exploration-là. Alors que c'est plus proche. Pourquoi Alors, le problème du pôle Nord, en fait, c'est qu'il faut naviguer ou il faut traverser la banquise qui est dérivante. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que là, en fait, c'est de la glace qui est très difficile d'accès. Voilà, les températures sont extrêmes, etc. Mais en fait, tout est rigide. La banquise arctique, il faut y aller, mais en même temps, ça bouge. Donc, c'est vraiment compliqué. Et en fait, le premier, c'est un Norvégien qui s'appelle Amundsen, dont on va reparler parce qu'il est aussi très lié à Scott et à cette expédition-là, qui en fait, avec un Italien qui s'appelle Nobile, a traversé en dirigeable, en fait. Donc lui, il est allé par les airs. Et c'est le premier, en fait, à avoir atteint le pôle Nord grâce à un ballon. Voilà. Est-ce qu'ils sont tous morts ? C'est marrant parce qu'on a vraiment un côté très léger, un peu naïf, en fait, pendant tout le film. Les pingouins, etc. Et puis en fait, à la fin, c'est boum, ils sont morts. Alors non, il y a que 5 personnes, dont Scott, qui sont mortes. Il faut savoir en fait que il y a eu plein d'expéditions dans une expédition. Ça s'est passé sur plusieurs années. Ils sont arrivés en 1911. Donc le bateau ensuite est reparti avec une partie de l'équipage. Il y en a qui sont restés sur place. Les 900 km qu'ils ont traversés avec les poneys, avec les chiens, etc., c'était pour mettre en place en fait des points de ravitaillement qui allaient servir ensuite aux personnes qui allaient atteindre le pôle Sud pour le trajet retour, pour pouvoir trouver de la nourriture. Et au final, donc ils étaient une dizaine à partir. Il y avait quand même du coup une grosse partie de l'équipe qui était encore sur place dans la cabane.
Et en fait, il n'y a que 5 personnes qui ont été choisies par Scott. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'en fait, il a annoncé à personne. Il a vraiment attendu le dernier moment, le dernier point de ravitaillement, la dernière séparation des équipes pour dire, bon ben vous rentrez, et vous 5, vous venez avec moi jusqu'au pôle Sud. Donc et en fait, les hommes, ils avançaient sans savoir s'ils allaient vraiment arriver jusqu'au bout. Et puis, vous pouvez être sûr que là, tout le monde voulait y aller au pôle Sud. Donc c'est lui qui l'a choisi à la fin. Et donc, alors je ne sais pas si je dévoile la fin de l'histoire. Peut-être que oui, c'est le moment. Mais donc ils ont parcouru donc il y a quand même 2800 km pour atteindre le pôle Sud. Et il y a des ravitaillements sur à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Et sur la dernière partie, donc ces 5 hommes vont partir. Malheureusement, ils ont eu énormément de mauvais temps et ils ont perdu aussi énormément de temps dans leur installation et notamment l'installation des points de ravitaillement. Mais on pourra en parler après. Et donc ils sont partis et en fait la veille d'atteindre le pôle Sud, ils regardent aux jumelles et ils s'aperçoivent qu'il y a un petit drapeau, un drapeau norvégien, qui leur apprend en fait qu'il y a une équipe de Norvégiens qui est arrivée 1 mois avant eux. Et donc ce fameux Norvégien, c'est Amundsen, qui a aussi atteint le pôle Nord 10 ans après. Et du coup, il y a une énorme perte de morale de la part de l'équipe, parce que même s'ils se doutaient qu'Amundsen était dans les parages, ils avaient vu un bateau s'approcher, ils savaient qu'en fait, Amundsen, cette année-là, avait annoncé qu'il partait en expédition pour atteindre le pôle Nord. Il est parti d'Europe et a descendu l'Amérique latine. Et arrivé au Cap Horn, il a dit à tous ses hommes, je change de plan. Il a gardé ça secret jusqu'au bout. Je sais que Scott est en Antarctique. J'y vais parce que je veux atteindre le pôle Sud avant lui. Il a fait demi-tour et est parti en Antarctique. Et en fait, il est parti avec des chiens. Amundsen, je vous en parlerai un petit peu, mais c'est une machine, cet homme. Et en fait, il a atteint le pôle Sud 1 mois avant Scott. Et donc Scott, il arrive. Amundsen lui a écrit une gentille lettre en lui disant « Bon ben voilà, on est arrivé avant vous. Veuillez remettre cette lettre au roi Haakon de Norvège pour lui dire que on est bien allé au pôle Sud. Je vous remercie, bonne expédition et bon retour. » Donc là, le gros coup dur pour Scott, qui doit faire demi-tour avec ses 5 hommes. Donc ils prennent une photo quand même, ils repartent. Et en fait, sur le retour, ces hommes commencent à tomber malades de la maladie des explorateurs polaires, qui est le scorbut, qui a un manque en fait en vitamine C, qu'on trouve chez nous dans les agrumes, mais qu'on trouve en fait dans les régions polaires, dans la viande crue notamment. C'est pour ça que les Inuits, qui mangent énormément de graisse de phoque, etc., ne sont pas atteints par le scorbut. En tout cas, voilà, Scott, il connaît peut-être pas très bien le problème lié au scorbut, mais en tout cas, on s'aperçoit que les hommes étaient trop peu nourris. En fait, les rations qu'il avait évaluées n'étaient pas assez enrichies. Et surtout, comme il a pris du retard, il arrive à la saison où en fait toutes les expéditions polaires s'arrêtent. En général, fin février, début mars, tous les bateaux rentrent et repartent parce que là, il y a les tempêtes qui commencent à se développer, la température baisse, etc. Le temps est extrêmement instable et donc on arrête tout. Sauf que lui, il est en retard. Et donc, il essaye de rentrer, mais voilà, des fois, il reste coincé pendant 1 semaine dans la tente en utilisant les provisions. Et ce qui arrive aussi, c'est que sur un des gros sites où il devait trouver de la nourriture, en fait, ses coéquipiers, ses camarades qui devaient venir ravitailler, n'ont pas apporté assez de nourriture, ou alors en ont utilisé une partie, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, il leur manque de la nourriture. Il y a Oates, on l'a vu, qui meurt de gangrène, qui se sacrifie. Donc voilà, tout ça, c'est des coups au moral, des obstacles extrêmement difficiles à passer, qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ils savent qu'ils n'y arriveront plus. Et donc, ils se laissent mourir dans leur tente. Et on évalue la date à peu près au 29 mars, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment tard. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Et juste ici, si c'est possible de... Bon, j'arrive. Bonjour, c'était pour la musique. Je voulais savoir si les musiciens
avaient joué au préalable, enfin, où ils ont improvisé ou ils ont répété avant? Alors ça, je sais pas. Parce que comme ils sont partis, je voulais leur demander directement. Mais oui, c'est dommage qu'ils soient partis pour introduire un peu et leur je travail. savoir comment ça s'était passé. Non, j'en ai aucune pas idée. Ah. Non, je Donc sais pas du tout. Donc je ne pouvais pas répondre à ma question. Ah, voilà. Alors moi, je dois vous dire quand même que j'ai vu le film sans musique et c'est pas du tout le même sentiment, la même dimension. Donc c'était vraiment un travail incroyable. Ça y est, voilà, on y est arrivé. Oui, d'abord, je voudrais réparer une petite erreur. C'est l'ensemble court-circuit qui a organisé... vous avez dit EOL. EOL, Pierre Jodlowski a travaillé pour la compagnie EOL, mais c'est l'ensemble court-circuit qui a monté ce concert. Et donc, ce sont 2 musiciens d'un ensemble de 18 musiciens, Didier Meux et Vincent David, qui jouaient. En fait, il y a de l'improvisation, évidemment, vous avez pu le remarquer, mais à la fois, il y a des matériaux déjà qui sont préparés par Pierre Jodlowski, des matériaux électroniques, et donc il joue directement de ces matériaux électroniques avec le petit pad que vous avez vu là-bas. Donc c'est un mélange entre des objets musicaux qui existent déjà et une improvisation qui se fait en fonction de l'image, de leur humeur, voilà. Voilà comment ça se passe. Donc effectivement, madame, ils ont répété, mais ils n'ont pas répété comme on fait avec un chef d'orchestre et un pupitre et une partition, mais c'est une forme de répétition, effectivement, avec de la liberté. Voilà. Merci beaucoup pour ces infos. Il y a une question là-haut. Là. Le micro se promène. Où est-il? C'est en haut. Oh, il y en avait qui levaient le bras en bas. Moi, j'avais une question. C'était quand ils ont atteint le pôle sud, oui. Pourquoi ils n'étaient pas avec des animaux, avec des chevaux, avec des chiens pour porter leur matériel? Ok, c'est une très bonne question. Alors en fait, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, parce que il semble en fait que ça a été vraiment leur point faible pour cette expédition, notamment par rapport à Amundsen. L'idée d'avoir les poneys et les chiens, c'était vraiment de créer ces points de ravitaillement. Après, le problème surtout, c'est que ces animaux, il faut aussi les nourrir. Le pari d'Amundsen, qui a été le pari gagnant, c'est de se dire, on part avec nos chiens et on les tue au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il a réussi, parce qu'en fait, il a tout donné. Là, c'est des gentlemen anglais, donc non, ils ne voulaient pas sacrifier leurs chiens, et je comprends très bien. Mais en fait, au bout d'un moment, la nourriture des chiens devient limitante. Donc par contre, ils ont sacrifié les poneys. Voilà, donc les poneys sont allés jusqu'au point de ravitaillement et puis ensuite ils n'ont pas fait le trajet retour. Par contre, les chiens sont revenus. Donc c'est vraiment un problème de nourriture. Tant qu'ils sont sur la côte, il y a des animaux, ils peuvent chasser et puis donner à manger ensuite à leurs chiens. Mais une fois qu'on est dans les terres, c'est plus possible. Et comme ils sont vraiment en restriction de nourriture, voilà, c'est le choix que les Anglais ont fait. Amundsen, non, voilà, c'était on part avec les chiens, comme ça on part le plus vite possible, on consomme moins de vivres. Mais par contre, voilà, après, on les sacrifie et puis on s'en nourrit et on nourrit aussi les autres chiens avec. Alors, il y a une question devant. Sinon, parlez fort et puis je peux répéter la question. Oui. Oui. Alors la question, c'est est-ce qu'il y avait une dimension scientifique aussi à cette expédition? Donc oui, en fait, il y a énormément de scientifiques qui ont été recrutés, tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On connaît pas. Alors c'est la 4e expédition anglaise, mais en fait, pour tout vous dire, je sais même pas si à cette époque-là, on avait encore découvert les manchots empereurs. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu une idée. Par exemple, Jules Dumont d'Urville, quand il est parti en Antarctique, donc lui, il a nommé les petits manchots que vous avez vus, c'est les manchots Adélie. Et Adèle, en fait, c'était sa femme, donc il a donné le prénom de sa femme à ces manchots-là.
Mais je sais que lors de cette expédition-là, ils avaient vu des œufs qui appartenaient du coup à des manchots qui étaient beaucoup plus grands, mais ils avaient vu aucun spécimen en fait de manchot. Donc là, ils sont vraiment en train de faire un état des lieux de qu'est-ce que l'Antarctique, qu'est-ce qu'un phoque de Weddell, un phoque crabier, combien d'espèces de manchots il y a. Ils ont découvert le mont Erebus avec ce volcan et tout. Donc oui, il y a vraiment une documentation. Après, ça reste très naturaliste finalement, parce que c'est beaucoup d'observations, mais oui, bien sûr, c'est super important à ce moment-là. Quelques années auparavant, ils ont aussi atteint le pôle sud magnétique. Donc voilà, il y a de grosses avancées qui se font. Ouais. Bonjour, oui. J'étais surprise de voir des poneys en fait. Oui. Ils survivent jusqu'à moins 50 degrés, les poneys ? Alors, tous les animaux, en fait, ils les ont achetés en Russie. C'est Oates et Merce, donc 2 membres de l'expédition, qui sont allés les chercher. Ils ont choisi des poneys parce que Shackleton, qui était parti en Antarctique juste avant Scott, qui a failli atteindre le pôle Sud, avait aussi avait parié sur des poneys sibériens. L'avantage, en fait, c'est qu'ils peuvent tirer des grosses charges jusqu'à, je crois que c'est 700 ou 800 kilos, qui est beaucoup plus que les chiens. Et puis, les chiens de traîneau aussi, ça demande vraiment un dressage particulier. Et en fait, ces hommes-là, à part Oates, il n'y en a quasiment aucun qui sait le faire. Ce qui était aussi le contraire d'Amundsen, qui lui a vécu avec les Inuits, donc connaissait parfaitement le dressage, connaissait les chiens, les avait choisis avant et du coup était très formé sur la question. Mais de toute façon, ils savaient que il leur fallait des animaux parce que sinon, s'ils devaient tout faire à pied, ils allaient mettre. Là, c'était 144 jours, mais si c'était à pied, ça allait être des mois et des mois, ce qu'ils pouvaient pas. Mais pour l'alimentation, le fourrage. Oui, ils ont amené le fourrage. On voit à un moment sur les traîneaux qu'ils ont leur fourrage. Mais après, l'histoire nous montre en fait que utiliser des poneys, c'est pas le pari gagnant. Ce qui est le mieux, en fait, c'est les chiens par rapport à la quantité de nourriture qu'ils mangent et la charge qu'ils peuvent tirer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Inuits les utilisent pour leur travail au quotidien, pour la chasse, etc. Et excusez-moi, les chiens mangent du poisson ? Alors, les chiens, ils mangent de tout. En général, ils mangent les restes d'animaux, de phoques et tout ce que les hommes vont pas manger. Ouais. Alors, la peau, les os, les tendons. Ouais. Là-haut, au milieu. Là, oui, parfait. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'avais une question. Je voulais savoir si vous, en tant que glaciologue, vous auriez vu quelque chose de flagrant au niveau scientifique dans ce film qui serait criant et qu'on n'aurait pas forcément vu, nous, par rapport à l'évolution de la fonte des glaces, par exemple. Alors, pas forcément. Moi, ce qui me fait bondir, c'est quand je vois pingouins, à chaque fois, je fais oh, pas des pingouins, c'est des manchots. Mais après, en termes glaciologiques, non. Après, c'est vrai que voir l'impact de manière flagrante du changement climatique en Antarctique, c'est relativement difficile. Il n'y a que les températures qui sont assez extrêmes. Moi, j'ai jamais connu du moins 50. Après, j'étais plutôt en Terre Adélie, et puis sur les parties australiennes qui sont moins au sud, parce que là, on voit qu'ils s'avancent vraiment. Ils vont au pôle sud, donc les températures sont forcément plus basses. Mais en fait, il n'y a rien qui est très, très visible. En fait, l'Antarctique, c'est énorme. Il y a peut-être l'information qu'ils donnent au tout début qui montre en fait qu'ils n'ont pas du tout conscience en fait de la dimension de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 25 fois la surface de la France. Au début du documentaire, ils disent que c'est comme la France, voilà. Donc ils ont vraiment absolument tout à faire, tout à découvrir. Après non, voilà, il n'y a pas de choses marquantes, mais même encore aujourd'hui, les changements, on les voit très forts. Termes de banquise, puis après c'est des données qu'on relève, c'est des indices comme la fonte qu'on a en surface qui est de plus en plus présente en Antarctique. Moi j'ai vu pour la première fois de la fonte de surface en 2015,
quelque chose que je n'avais pas vu avant et qui aujourd'hui se développe davantage. Mais c'est des petites choses comme ça, en fait. Alors qu'en Arctique, c'est beaucoup plus visible, notamment parce que le réchauffement est beaucoup plus fort, mais aussi parce que les quantités de glace sont beaucoup plus faibles. Donc, voilà, les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui, ça arrive. Oui, bonjour, je voulais savoir comment était déterminée leur route. Ils fonctionnaient au sextant, et puis pour déterminer le point exact du pôle sud, pour être sûr de ne pas s'être trompé, quoi. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas exactement. Je sais qu'en navigation, oui, ils devaient utiliser le sextant. Après, ils avaient... vu qu'ils sont arrivés exactement au même point, Amundsen et lui, je pense qu'ils ont vraiment des instruments qui sont très, très précis. Après, je peux pas vous dire exactement. Je sais que il y a d'autres expéditions, notamment qui sont parties au pôle Nord, qui ont été recalculées, où se sont dit en fait vous êtes un peu plantés, vous y étiez pas tout à fait. Mais là, je sais pas. Désolée. Oui, tout là-haut, il y a quelqu'un avec un micro. On vous voit pas bien du tout, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais. Merci. Bonjour. Bonjour. Mais j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y avait un pôle sud magnétique. Oui. Et donc, il n'est pas pareil que celui qu'ils ont atteint, c'est ça ? Non, il y a un pôle sud géographique. Donc, c'est là où tous les méridiens en fait, se rejoignent. Donc, c'est vraiment un point qui ne bouge pas, donc, comme le pôle Nord. Après, le pôle sud et le pôle Nord magnétique, c'est des points qui bougent, qui dérivent en fait en fonction du temps. Donc à l'époque, il était sur la plateforme de Ross. Moi, je l'ai vu en mer, je l'ai vu proche aussi de la Terre Adélie. Voilà, ça change en permanence. C'est assez particulier d'ailleurs parce que c'est vraiment un endroit où si on a une boussole, elle est complètement folle et elle bouge dans toutes les directions, donc c'est assez incroyable. Mais non, c'est pas du tout le même calcul en fait. Il y a un endroit, c'est vraiment lié au magnétisme de la Terre, et l'autre, c'est vraiment un point géographique fixe. Merci. Alors, il y a un monsieur là devant. Prenez votre temps. Oui. Ce serait dommage d'avoir une chute. Une question un peu dans le prolongement de celle qui a été posée sur leur orientation. L'Antarctique, c'est un continent, on voit dans le film le mont Erebus, 4000 mètres d'altitude. Alors, est-ce qu'ils ont été pénalisés par le relief aussi ? Et est-ce qu'ils avaient mesuré, en fait... on voit beaucoup de scènes où on a l'impression qu'ils sont à plat, en fait, comme si c'était la banquise. Mais c'est pas la banquise, donc voilà, ma question porte là-dessus. En fait, les scènes qui ont été filmées, c'est sur la plateforme de Ross. Donc c'est là d'où ils partent. Après, voilà, ils disent qu'ils partent pas, ils partent juste avec un appareil photo. Mais voilà, c'est une partie qui est plate parce qu'en fait, c'est un endroit où un ensemble de glaciers donc descend de l'Antarctique, passe le trait de côte et ensuite flotte sur l'eau. Donc ensuite, comme il n'y a pas de cisaillement rocheux, l'ensemble de ces glaciers va former vraiment une épaisseur de glace plate qui va vraiment s'avancer. Donc oui, après c'est beaucoup plus difficile parce que oui, il y a du relief, il faut qu'ils passent aussi des glaciers. Je sais qu'il y a un endroit vraiment stratégique dans leur expédition où ils sont obligés de monter sur un glacier. Donc voilà, c'est très très compliqué, il y a des crevasses, etc. C'est très éprouvant aussi. En fait, il n'y a qu'une route finalement, et c'est la 3e fois qu'ils tentent aussi cette route, donc elle est relativement bien documentée. Shackleton, qui l'a tenté quelques années auparavant, il s'est arrêté qu'à 180 km, qui était très proche, donc finalement la fin, voilà, il la connaissait. Donc oui, ouais, c'est bien connu, c'est bien connu. Et peut-être autre question, est-ce que le volcan Erebus fait l'objet aussi d'études vulcanologiques ? Oui, tout à fait. Ouais. Il est toujours actif d'ailleurs.
Donc il y a toujours des éruptions régulières. Après, j'en connais pas trop sur le sujet. J'imagine qu'il n'y a pas de changement très notable. Mais oui, il est étudié notamment par les Américains, qui ont une base du coup juste à côté. Oui. Alors j'ai 2 petites questions. Là, au début de l'expédition, on voit un lapin qui est embarqué sur le navire. Et puis, 2e petite question, est-ce que la mascotte a survécu à l'expédition? Le petit chat noir. Je ne sais pas, ouais, je me suis posé la question aussi. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ce qui est marrant, en fait, c'est que moi, j'ai travaillé sur une station, notamment une station australienne, qui est un peu à l'autre bout, en fait, de l'Antarctique par rapport à la plateforme de Ross. Et en fait, tous les animaux comme ça qui étaient emmenés lors des expéditions, et notamment les chiens de traîneau, c'était vraiment quelque chose d'habituel et de routinier, ont ensuite été totalement interdits, parce que l'Antarctique, c'est un territoire qui est protégé par un traité qui a été signé le 1er décembre 1959, qui le dédie totalement à la paix et à la science. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation économique qui est autorisée. Et en fait, lié à ce traité, il y a ce qu'on appelle le protocole de Madrid, qui le protège aussi de façon... qui protège l'ensemble de sa biodiversité. L'idée étant d'éviter d'emmener des contaminants, donc pour éviter de contaminer à la fois la faune et la flore locale. Et donc, à partir du moment où ce protocole a été signé, on a arrêté d'emmener des animaux pour éviter de modifier en fait l'environnement. Et quand j'étais sur cette station Mawson, il y a eu régulièrement dans le passé, il y a encore des photos dans la station des chiens de traîneau. Et j'avais trouvé un petit collier de chiens avec le nom du chien dans la neige, dans les rochers, pas très loin de la station, ce qui montrait qu'il y avait encore quelques restes comme ça. Mais non, je ne sais pas si ce petit chat... Ils en ont fait des brochettes au barbecue. Ouais. Mais on voit à quel point les animaux sont vraiment importants pour le moral, pour l'ensemble des hommes qui sont sur place. On voit qu'il y a vraiment un attachement qui est très très fort. Peut-être pour finir sur les animaux, j'ai aussi appris en faisant quelques recherches que donc les chiens, donc tous les animaux ont été récupérés en Sibérie et les chiens sibériens ont été très bien choisis. Par contre, ils se sont fait avoir sur le choix des poneys. On leur a vendu des poneys qui étaient pas en très bonne santé et qui étaient surtout beaucoup plus vieux que ce qu'on leur avait annoncé. Et ça aussi, ça a été un problème pendant cette expédition-là. Je ne pense pas que ça a été l'élément déterminant, mais en tout cas, ça fait partie des problèmes. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une petite question sur la réalisation du film. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions il a été retrouvé, s'il a été réalisé sur place directement, monté, ou s'il y a eu un travail après? Ouais, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un sait, c'est bienvenu, mais non, pour le film, je ne sais pas. Et j'étais très contente de pouvoir les découvrir, ces images, parce que moi, j'ai toujours vu des photos, mais je ne savais pas en fait qu'il y avait ce genre d'archives. Donc c'est vraiment chouette et émouvant. Alors, oui, devant. Oui, bonsoir. Je me demandais comment se passait une expédition en 2024. Pardon ? Je me demandais comment se passait une expédition en 2024 comparée à 1910. Oui. Alors, c'est très différent et pas si différent. Alors, je vous explique un petit peu. En Antarctique, donc, comme il y a ce traité qui a été signé, etc., aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, à moins qu'on soit Mike Horn, par exemple, et qu'on décide de traverser, ou Mathieu Torder, et qu'on décide de traverser l'Antarctique, et dans ce cas-là, voilà, qu'on s'associe à des partenaires privés. Aujourd'hui, si on est scientifique et on veut faire des études en Antarctique, il faut passer par un institut polaire. Moi, j'ai travaillé avec l'Institut polaire français et l'Institut polaire australien, qui en fait s'occupent de toute la logistique pour nous permettre d'aller sur place et pour nous permettre de mettre à bien nos expéditions et nos mesures. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un projet de recherche, on propose ce projet, il est validé ou pas par un comité scientifique qui appartient à cet institut,
Et si ils considèrent qu'ils peuvent nous aider et que notre projet est valable, et ben dans ce cas-là, ils nous emmènent. Donc c'est des projets qui sont relativement courts, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Et ensuite, c'est eux qui s'occupent à la fois de notre déplacement sur place, mais aussi de la vie sur place. Donc aujourd'hui, il faut forcément qu'on soit rattaché soit à un bateau, soit à une station. Les stations, il faut imaginer que c'est comme des petits villages, c'est vraiment assez commun. En général, c'est confortable, un petit peu moins avec les Français, parce que c'est des stations qui commencent à être un peu vieillissantes, et on manque un petit peu de budget pour les rénover. Mais en tout cas, voilà, c'est des endroits où on va dormir, on va se doucher, etc. On va tout organiser, on va travailler, on va préparer notre matériel, et puis ensuite on part sur le terrain. Donc ça dépend vraiment. Les Français, en fait, nous, on fait beaucoup de choses autour de la station. Il y a énormément, on est par exemple très très bon en termes, sur toutes les études en biologie, parce qu'on est installé sur une colonie de manchots. Donc il y a une colonie de manchots à Delhi, une colonie de manchots empereurs qui est juste à côté, ce qui fait que l'étude de la faune est très facilitée. Mais par contre, par exemple, si on est glaciologue, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai dépendé d'un bateau qui nous emmenait à 250 km de là, et puis on avait à peu près 4 jours par an pour faire nos mesures. Ce qui est très très difficile, parce qu'il faut compter la météo, il faut compter tout ça. Les Australiens, c'est assez différent, ils ont beaucoup plus de moyens, et surtout, ils forment leur personnel, ce qui n'est pas le cas des Français. Les Français, vous y allez, n'importe qui peut y aller. On a quand même... il faut être en bonne santé, on passe des tests psychologiques quand même avant de partir, mais ça se limite à peu près à ça. Les Australiens, on est vraiment formés sur le terrain, on est formés pour remonter les crevasses, pour faire du bivouac en Antarctique, pour pouvoir se débrouiller en fait avec son sac à dos s'il nous arrive quoi que ce soit, si on est coincé dehors. Mais du coup, on peut se permettre de faire des plus grosses expéditions où, par exemple, on est envoyé avec un petit avion, un hélicoptère à plusieurs centaines de kilomètres, on campe à un endroit, on reste plusieurs semaines, plusieurs mois, et ensuite on revient. Voilà, ça c'est le style de choses qu'on peut faire. Mais il faut vraiment qu'on ait un projet scientifique derrière, parce qu'en fait, ça coûte tellement cher de partir sur place qu'on ne peut pas permettre à tous les scientifiques d'y aller. Il y a vraiment un choix, des priorités qui sont faites. Ouais. J'avais une question à vous poser pour... voilà, je suis là. Par rapport à l'aventure de Scott, Amundsen apparemment est parti d'un autre point du continent. Avec le peu de connaissances qu'ils avaient à l'époque, quels avaient été, comment a été défini leur choix de point de départ pour se lancer vers le centre du continent, vers le pôle sud? Alors, c'est ce qu'il disait un petit peu, on en parlait tout à l'heure, il connaissait qu'une toute petite partie de l'Antarctique, finalement. Donc il savait que le pôle sud était là-bas, il connaissait la plateforme de Ross, il connaissait la Terre à Delhi. Par rapport à l'étendue de leurs connaissances, c'était l'endroit le plus facile, le plus direct pour y aller. Oui. Et encore aujourd'hui, les sportifs qui essayent d'atteindre le pôle sud, en général, ils passent encore par le même trajet. Parce que l'avantage, c'est cette plateforme, en fait, cette grande plateforme qui avance qui est très au sud, finalement. Et comme voilà, c'est plat, ça permet de vraiment s'avancer vers le centre du continent en évitant, finalement, les difficultés, le relief, etc. Et c'était déjà connu à l'époque. Ils savaient déjà que donc il y avait déjà une exploration cet endroit-là, en fait, du continent. Donc la première expédition, c'était en Terre à Delhi, et la deuxième, c'était sur la plateforme de Ross. C'était en 1839. Oui, c'est ça. Ils sont partis en 39, ils sont revenus en 43. Donc, c'est vraiment l'endroit d'Antarctique qui était le mieux connu. Et Amundsen part de là aussi? Pardon? Amundsen. Oui. Il part de là aussi? Il part de là aussi, oui. D'une autre baie, mais il est parti de là. Oui, tout à fait. Okay. Donc il suit aussi la route déjà documentée pour arriver au sud en doublant? Oui. Amundsen, il connaît déjà l'endroit. Il fait partie aussi des premières personnes à avoir fait des expéditions, notamment sur le Belgica, en Antarctique. Donc voilà. En fait, Amundsen...
juste pour finir sur cette question-là, donc la plateforme de Ross, c'est aussi l'endroit en Antarctique qui s'avance le plus au sud. Voilà, parce qu'il y a vraiment une partie en mer qui du coup dépasse le cercle polaire, et après il y a la plateforme, et derrière il y a le pôle sud. Donc vraiment en termes stratégiques, c'est encore aujourd'hui le choix numéro 1. Alors, je me posais la question parce que comme vous disiez qu'à l'époque ils imaginaient que ça était à peu près la superficie de la France et que finalement le continent faisait 25 fois cette surface, oui. J'ai le sentiment que le périmètre n'était pas connu. Mais en fait il y avait quand même une exploration, il y avait déjà des explorations navales qui avaient permis de voir où était le point d'entrée du continent. C'est ce que oui, exactement, ouais. Donc la plateforme de Ross, ça fait vraiment partie des premiers endroits où ils sont arrivés. C'est le deuxième endroit où ils ont débarqué en Antarctique. Donc c'était un endroit qui avait déjà été bien cartographié. Les Anglais, c'était la 4e fois déjà qu'ils allaient sur place. Il y avait déjà des cabanes qui étaient installées et tout. Donc ils avaient vraiment pu regarder un petit peu tout ce qu'il y avait. Par exemple, la terre Adélie et les terres adjacentes, elles ont été découvertes quelques années plus tard, cartographiées quelques années plus tard par les Australiens, par l'expédition de Mawson. Mais c'est venu après. Donc, c'est vraiment stratégique, ouais. Alors, une question qui vient aussi. À cette époque-là, il y avait déjà, je pense, tout ce qui était l'activité baleinière. Dans les eaux antarctiques, elles étaient développées, les activités baleinières de la pêche à la baleine. Avec cette exploitation commerciale qui a amené quand même pas mal de populations, notamment dans les îles proches du continent antarctique, comme Kerguelen par exemple, et il n'y avait pas eu de débarquement fait malgré la présence quand même humaine assez importante, parce que l'activité économique de la baleine était forte. Alors, dans les livres d'histoire, on est quasiment sûr que il y a déjà eu des chasseurs qui sont arrivés en Antarctique avant des expéditions comme ça, qui étaient portées par des drapeaux de différents pays. Mais en fait, les baleiniers, ils n'avaient pas forcément intérêt à dire je suis allé là-bas, c'est super, il y a plein de baleines, il y a plein de phoques. Souvent, ils gardaient ça secret, en fait. Donc, mais oui, c'est quasiment sûr qu'il y a quelqu'un déjà, par exemple, en Géorgie du Sud, il y avait déjà des stations baleinières qui étaient installées à cette époque-là. Donc oui, on se doute qu'il y a bien des bateaux qui ont dû y arriver. Mais en tout cas, ce n'était pas des expéditions officielles. C'était sûrement des chasseurs privés qui ont dû garder ça. Alors, il y a une jeune fille qui lève la main devant et qui va avoir une crampe. Ça marche. Alors, donc la question, c'était savoir quel est mon métier et quel type de mesures je prends. Donc, moi, je travaille vraiment sur l'impact du changement climatique sur la calotte antarctique. Moi, j'ai fait ma thèse à côté de la terre Adélie, c'est un territoire australien, la côte George V, et j'étudiais un glacier qui était en train de se fracturer à ce moment-là, dans un endroit en Antarctique où à l'époque en tout cas, on l'a su un petit peu plus tard, était à peu près indemne de changement climatique. Donc l'idée, c'était vraiment de suivre les tout premiers changements qui pouvaient occurrer en fait dans cet endroit-là, et pouvoir développer l'ensemble des processus d'interaction entre un glacier, l'océan et la calotte. Parce qu'en fait, en Antarctique, on sait aujourd'hui que la fonte, elle se fait à travers l'augmentation de la température dans les océans. Ce qui est très différent en fait au Groenland, où c'est vraiment l'augmentation de la température atmosphérique qui fait fondre la glace en surface, qui fait que la calotte du Groenland, elle descend en altitude et elle chauffe encore plus. En Antarctique, c'est le réchauffement de l'atmosphère qui change en fait les circulations à la fois atmosphériques et océaniques, qui fait que du coup, il y a de l'eau chaude qui arrive jusqu'en Antarctique, ce qui n'était pas le cas avant, et qui font fondre les endroits comme la plateforme de Ross, où on a des glaciers qui sont au contact de l'eau. Et comme ces glaciers, ils fondent, ils reculent, ils se cassent, ils se fracturent, etc. Et en fait, il faut imaginer que ces glaciers, ils font vraiment le lien entre l'océan et la calotte. Et donc quand ils partent, c'est comme si on enlevait un bouchon de champagne, et la glace qui est sur la calotte antarctique part
de façon beaucoup plus rapide vers les océans. Donc c'est vraiment des endroits un peu charnières et très vulnérables aujourd'hui avec l'augmentation de la température. Et mon travail, c'était de poser des instruments sur ces glaciers qu'on appelle les glaciers émissaires, savoir comment ils fonctionnent et savoir, ce que je vous dis là, en fait, c'était une question que je me posais pendant ma thèse, mais à laquelle on n'avait pas encore de réponse. On ne savait pas si ces glaciers, ils avaient vraiment ce rôle important de bouchon ou pas, ou si, s'ils partaient, s'ils fracturaient, il ne se passait rien. Maintenant, on sait que oui. Et après, je posais vraiment, c'était beaucoup alors soit de l'analyse de cartes, soit vraiment des données GPS, poser des antennes sur la glace et sur les montagnes pour voir en fait si elles bougent avec le temps. Et ça nous donne une information sur la masse de glace qu'il y a sur l'Antarctique. Si par exemple on pose un GPS sur une petite montagne, on les appelle les Nunatak, et que cette montagne-là, elle remonte, ça veut dire qu'en fait, il y a moins de pression autour de la glace, donc ça veut dire qu'elle est en train de fondre. Et si au contraire, ce GPS il a tendance à avoir un mouvement vers le bas, ça veut dire qu'on rajoute de la masse, et donc on rajoute de la glace, et donc c'est un endroit qui est en bonne santé. Voilà, c'était à peu près le type de mesure que je faisais. Donc, j'ai fait à la fois de la toute petite échelle, donc ce qu'on dit vraiment de la mécanique de la glace, quels sont les processus, et aussi dézoomer complètement, qu'est-ce qui se passe sur une très grande région. Et moi, je travaillais vraiment sur l'Antarctique de l'Est, qui est la plus grande réserve de glace en fait de l'Antarctique, parce que c'est un endroit qui est un peu plus froid que le reste, que la plateforme de Ross, que la péninsule aussi antarctique qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et voilà, savoir si cet endroit-là, qui était encore froid, stable, a été modifié ou pas. Et maintenant, on sait que l'ensemble de l'Antarctique fond, malheureusement. Alors, on va prendre une dernière question. Il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y a beaucoup, à peu près si on a une idée de combien de stations il peut y avoir pour la totalité de l'Antarctique. Oui. Tout autour, absolument, tout le tour. Oui. Combien Oui, ça c'est bien documenté. Si c'est bien réparti. Alors, c'est pas du tout bien réparti. Il y en a beaucoup dans le secteur mer de Ross et tout ce qui est péninsule antarctique, parce que c'est l'endroit le plus accessible. C'est là où c'est le plus direct. Quand on part d'Ushuaia pour aller en Antarctique, c'est 2 jours de mer. Si vous partez d'Australie pour aller en Terre Adélie, c'est alors si vous n'avez pas de banquise, c'est 1 semaine. Et puis si vous avez de la banquise, moi ça m'est arrivé de jamais arriver. Mais oui, donc il y a à peu près 100 de stations et il y en a réparties à peu près tout autour, mais toute la partie Antarctique de l'Est, il y a beaucoup moins de stations parce que c'est beaucoup plus difficile d'accès finalement. Puis aussi, sur la côte, il y en a beaucoup, mais après, quand vous avancez dans le continent, ça veut dire que c'est des expéditions, il faut avoir des caravanes, des véhicules chenilles et tout ça, et là, ça serait encore plus grosse plutôt logistique. le pourtour, quoi. Oui. Mais l'intérieur, il n'y en a pas près beaucoup à l'intérieur, une centaine environ. Oui, voilà. Ouais. Et il y a à peu près qu'une 50aine de stations qui fonctionnent à l'année, où il va y avoir une équipe à la fois pendant l'été et pendant l'hiver. Mais il y a énormément de toutes petites stations, notamment argentines et chiliennes, qui ils construisent un truc en disant « Allez, hop, c'est chez nous ». C'est vraiment très politique, en fait, pour eux. Et puis en fait, il n'y a personne. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver dans des stations comme ça. Et puis, en fait, il y a personne depuis des mois. Mais c'est juste pour un peu voir un pied à plein d'endroits. Merci. Bon, une dernière question. Après, c'est fini. Oui. Alors, à la base, en fait, quand ils ont signé le traité, c'était 12 pays qui avaient des revendications, donc qui avaient envoyé des explorateurs comme Scott qui avaient planté le drapeau pour eux. Aujourd'hui, il y a 54 signataires au traité de l'Antarctique, donc il y a 54 pays qui sont impliqués dans cette recherche. Après, il n'y en a pas autant qui ont des stations, qui ont des scientifiques qui vont sur place. Après, c'est un fonctionnement qui fonctionne
c'est un fonctionnement qui fonctionne forcément plutôt bien. Moi, par exemple, j'étais à la réunion du traité de l'Antarctique qui a lieu tous les ans. Là, c'était en mai en Inde cette année. Et l'idée, c'est que chaque année, on révise en fait l'ensemble des protocoles, des lois qui sont attachées au traité pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on les fait évoluer. Cette année, on a beaucoup travaillé notamment sur la grippe aviaire qui commence à toucher du coup les manchots. Donc savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place comme protocole. Il y a aussi la grosse question du tourisme qui se développe comme ça de manière exponentielle en Antarctique et qui aujourd'hui est géré que par les tours opérateurs eux-mêmes. Donc c'est un organe externe mais qui est financé par les tours opérateurs. Donc voilà, il y a des problèmes aujourd'hui de gouvernance aussi liés à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un organe externe qui s'occupe de ça? Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde et tout pays qui montre qui fait de la recherche en Antarctique et qui a une motivation scientifique peut ratifier ce traité et y aller. Ça, c'est chouette. Alors, le pétrole, pas encore, parce qu'il y a quand même une grosse épaisseur de glace en Antarctique, et puis c'est protégé encore par le traité. Mais oui, ça sera une grosse question. Il y a vraiment un enjeu géopolitique aujourd'hui très fort lié à la Russie et à la Chine. Dès que vous voulez passer une loi sur le traité de l'Antarctique, vous avez les Chinois et les Russes qui disent non, quoi qu'il se passe. Et les Chinois qui sont à la construction de leur 5e station. Donc il y a vraiment une envie en fait d'être présents parce qu'ils savent que voilà, les régions polaires, c'est vraiment au cœur des questions futures. Ouais. Alors, on va arrêter là. Je vous invite à retrouver Lydie qui va dédicacer ses livres au centre événementiel. Oui. Et vous pouvez poursuivre les échanges avec elle. Elle reste encore un petit moment au festival. Et puis, vous pouvez aller toujours boire un verre au village, aller dans le manège, venir à la cérémonie de clôture, dont le film sera Le procès du chien. Et la réalisatrice, Laetitia Doche, sera avec nous aussi ce soir. Voilà, merci. Merci à tous.